Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des implants premium dans la chirurgie de la cataracte. Donc, je suis ravi d'être virtuellement parmi vous et on va essayer de faire le tour ensemble, le panorama des différentes options dont on dispose aujourd'hui pour offrir la meilleure solution à nos patients que nous allons opérer de chirurgie de la cataracte. Alors, tout commence avec un ticket de réfraction et un examen du fond d'œil. Parce qu'on va se demander si on met un implant monofocal ou multifocal, si on met un implant torique ou sphérique. Vous savez qu'aujourd'hui, les patients sont de plus en plus exigeants en termes d'acuité visuelle, mais aussi en termes de multifocalité ou polyfocalité, on va y revenir, de sensibilité au contraste, d'absence d'effets parasites, en particulier d'absence d'effets photiques comme les halos ou les images fantômes et les éblouissements, et qu'ils souhaitent une satisfaction visuelle dans leurs activités préférentielles quotidiennes. Les implants ont beaucoup changé. Aujourd'hui, ils gèrent la sphéricité, ils peuvent traiter l'astigmatisme et ils peuvent offrir de la multifocalité et ou de la profondeur de champ en fonction du type d'implant dont on dispose et qu'on va choisir. Alors, traditionnellement, jusqu'à il y a encore quelques années, on distinguait en gros les implants monofocaux et les implants multifocaux. Donc, le monofocal conventionnel asphérique aujourd'hui et les implants de la presbytie conventionnels diffractifs bi- ou trifocaux, éventuellement réfractifs sectoriels. Et depuis quelques années, on voit apparaître toute une nouvelle évolution des implants dits EDOF, mais en réalité, il existe tout de même deux catégories bien distinctes avec des, on va dire pour simplifier, des EDOF light, qu'on peut aussi plutôt appeler des monofocaux plus, qui vont apporter un petit peu mieux que le monofocal conventionnel, on va y revenir. Et puis, les implants de la presbytie EDOF, qui, eux, apportent vraiment une multifocalité avec deux types essentiellement, les diffractifs EDOF et puis les réfractifs et les implants par trou sténopéique. Alors, les implants monofocaux, ils gèrent la sphéricité. Et en gros, ça va faire une vingtaine d'années qu'on dispose d'implants dits asphériques qui donc ont une aberration sphérique qui va être nulle ou négative. Alors, vous savez que l'aberration sphérique, ça consiste en une défocalisation des fonds d'onde périphériques qui fait que le patient a tendance à avoir une dégradation de sa vision et une myopisation au fur et à mesure que la pupille se dilate, donc en ambiance généralement plutôt mésopique ou scotopique. La cornée a en moyenne une aberration sphérique positive autour de plus 0,25 microns. Et donc aujourd'hui, les implants asphériques compensent partiellement ou totalement l'aberration sphérique positive de la cornée afin d'avoir une aberration sphérique oculaire voisine de 0 ou réduite par rapport à l'aberration sphérique cornéenne pure. En parallèle, il y a donc le développement des implants monofocaux plus ou EDOF doux. Alors, ces implants, en fait, en réalité, modulent le profil abérométrique en leur centre pour essayer d'étendre un petit peu la profondeur de champ par rapport à des implants monofocaux conventionnels. Donc, vous voyez ici, sur l'exemple de Lions, par rapport au technisme monofocal conventionnel, on arrive à obtenir un défocus supplémentaire grâce à la technique IENS avec, on va dire, 0,75 dioptries supplémentaires de défocalisation qui va permettre une certaine souplesse et un certain gain en termes de vision intermédiaire. Un autre profil, celui du physiol, et donc vous voyez cette fois-ci sur des nomogrammes qu'il permet par rapport au standard, au monofocal standard, d'obtenir aussi une tolérance à la défocalisation. Et si vous voyez donc sur l'écran, alors que le micropur performe très mal à partir de 0,5 dioptries, ce qui est en gros la caractéristique des implants monofocaux conventionnels asphériques, eh bien, la version isopure, donc monofocale plus, va permettre d'améliorer la qualité de vision, la courbe de transmission des contrastes, et va permettre un gain, en gros, d'une défocalisation équivalente à 0,75 dioptries, et donc une vision satisfaisante en vision intermédiaire. Ça, c'était les monofocaux, avec l'évolution aujourd'hui vers la monofocalité plus, qui devrait devenir la règle. Ensuite, il y a l'astigmatisme. Donc, il y a deux méthodes pour traiter l'astigmatisme, comme vous le savez. Soit on va traiter la cornée, soit on va implanter.
Alors, pour les astigmatismes cornéens de moins d'une dioptrie, il faut savoir que c'est environ 70% de nos patients. On a plusieurs stratégies pour traiter cet astigmatisme, soit par incision arciforme pendant la chirurgie du cristallin, soit par une incision principale sur le méridien le plus cambré, mais on sait que cette méthode est extrêmement variable, ou alors avec le recours à des implants mini-toriques, avec les limites qu'ils ont, et en particulier le fait qu'une petite rotation sur ce type d'implant va rapidement annuler leur effet. L'intérêt de compenser ces faibles astigmatismes, il est essentiel quand on va faire de l'implantation multifocale, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir un astigmatisme trop important avec un implant multifocal. Alors pour ces petits astigmatismes cornéens, on peut faire par exemple des incisions arciformes pendant la chirurgie de la cataracte assistée au laser femtoseconde. Et là, vous voyez l'exemple sur le laser Victus avec l'OCT en direct de 2 incisions arciformes que je réalise pendant la chirurgie de la cataracte et qui seront ensuite ouvertes à la fin de la chirurgie de la cataracte et qui vont permettre de compenser les petits astigmatismes cornéens. Quand on a un astigmatisme cornéen supérieur à une dioptrie, eh bien, on va naturellement vers les implants toriques et il en existe un certain nombre. La seule chose, quel que soit l'implant qu'on utilise, c'est de ne pas oublier certaines règles, qu'on va appeler les règles d'or. La première chose, c'est de bien évaluer l'astigmatisme cornéen, la kératométrie, mais aussi la kératométrie du biomètre et la topographie cornéenne, qui est un examen obligatoire. Et si on veut faire une règle, on va dire globalement que si la topographie n'est pas régulière, il faut mieux s'abstenir, et que s'il n'y a pas de cohérence entre la kératométrie et la kératométrie du biomètre, eh bien, il faut mieux s'abstenir. Maîtriser l'astigmatisme induit chirurgicalement. La chirurgie micro-incisionnelle aujourd'hui nous permet d'avoir des astigmatismes induits proches de zéro. Et une autre méthode plus lisible et plus performante encore consiste rétrospectivement à étudier son propre astigmatisme induit. Et puis, bien implanté. Alors, c'est bien implanté, c'est bien contrôler l'axe en opératoire et en particulier en compensant la cyclorotation liée à la position allongée et à l'éblouissement. Et prévenir la rotation post-opératoire, généralement immédiate juste après l'implantation, en utilisant des implants de grand diamètre, surtout chez les myopes, surtout en lavant bien le visqueux à l'arrière de l'implant et en assurant une incision parfaitement étanche. Vous voyez ici l'exemple de l'implantation d'un implant torique avec un guidage par le système Callisto, qui va nous permettre, donc, vous avez une reconnaissance des vaisseaux du limbe au niveau lors de la biométrie chez un patient qui est assis, et ensuite, cette reconnaissance est intégrée au microscope opératoire, et pendant la chirurgie, le microscope repère le 0,180 du patient, et ensuite vous indique l'axe dans lequel il faut mettre l'implant. Et donc, on compense ainsi la cyclorotation liée à la position du patient et on implante le plus précisément possible. Et après, à nouveau, on fait attention, on lave bien le visqueux derrière l'implant, on fait des belles incisions étanches pour s'assurer que dans l'heure qui suit, on peut d'ailleurs laisser tranquille le patient en position allongée pendant 1 heure après la chirurgie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rotation immédiatement après l'intervention. Il faut définir les composantes utiles de l'astigmatisme réfractif final. Et ça, c'est plus compliqué. On sait que globalement, l'astigmatisme final est essentiellement lié à la face antérieure de la cornée, mais qu'il y a aussi les aberrations optiques cornéennes d'ordre supérieur et qu'il y a aussi, bien sûr, l'astigmatisme postérieur de 2e ordre qu'il faut prendre en compte et qu'aujourd'hui, les calculateurs prennent en compte, ou bien les topographes d'élévation. Et puis, cibler le bon astigmatisme, parce que, OK, une dioptrie de cylindre sur un astigmatisme régulier, c'est une ligne logmar en main, mais une dioptrie de cylindre, c'est 20 cm de profondeur en plus. Donc, il va falloir juger de l'astigmatisme cible pertinent pour obtenir le meilleur résultat, essentiellement en termes de qualité de vision pour nos patients. Les nouveautés, c'est d'essayer de faire des implants qui bougent encore moins, d'améliorer le profil des aptiques, par exemple, avec des aptiques carrées et rugueuses de grand diamètre qui vont bien occuper la totalité du sac et assurer une stabilité de l'implant, ou bien janter l'implant dans le rexis, comme ici avec l'exemple de l'implant Femtis, donc, qui est un implant qui possède 4 ailettes antérieures qui vont pouvoir être jantées sur le rexis antérieur à la fin de la chirurgie, comme vous pouvez le voir ici, et donc qui vont assurer une meilleure stabilité de l'implant. Donc, idéalement, on va réaliser un rexis au laser femtoseconde parce qu'il faut avoir un rexis calibré de 5,1 ou 5,2 mm. Et puis ensuite, en fin de chirurgie, on va janter les ailettes antérieures en avant de la capsule antérieure pour pouvoir bloquer l'implant dans le rexis antérieur. Donc, ça a 2 avantages. C'est qu'on positionne l'implant là où on a fait son rexis et l'implant est totalement bloqué. Et donc, en cas d'implantation avec un implant torique, on sait que l'implant va être totalement stabilisé. Donc là, vous voyez avec l'OCT opératoire
après avoir fixé l'implant, que celui-ci épouse parfaitement le rectus antérieur au niveau des ailettes, et donc que l'implant est totalement fixé, il ne va pas tourner après la chirurgie. Alors enfin, les implants de la presbytie, avec les implants de la presbytie conventionnels et puis les implants de la presbytie EDOF. Les optiques réfractives, les premières avec lesquelles nous avons travaillé, avant même les diffractifs, aujourd'hui, elles sont revenues au goût du jour depuis quelques années, grâce aux optiques réfractives sectorielles, avec, vous voyez, une répartition de la lumière, en particulier de l'activité de la vision intermédiaire et de la vision de loin, qui dépendent du diamètre de la pupille. Les optiques diffractives conventionnelles, qui fonctionnent donc selon le principe des lentilles de Fresnel, avec, on le sait, donc l'espacement des pas qui conditionne l'addition et la hauteur des pas qui conditionne le pourcentage de lumière qui va être dédié à chacun des foyers. Ces optiques diffractives, elles ont bénéficié d'améliorations, la convolution, donc qui consiste en gros à un lissage des marches, l'apodisation, qui consiste à diminuer la hauteur des marches avec la périphérie pour minimiser les halos, et puis l'addition des réseaux afin d'obtenir une trifocalité. Alors, ces implants diffractifs, on les reconnaît bien, puisque que ce soit sur des courbes cliniques ou théoriques de défocalisation, eh bien, ils présentent 2 ou 3 bosses, s'ils sont bi- ou trifocaux, caractéristiques en fait, des réseaux diffractifs, avec le souci des creux entre les différents foyers, ici et ici, pour l'implant trifocal, par exemple. C'est difficile de choisir le bon multifocal parce qu'il en existe beaucoup. Et les principaux critères de choix dans ma pratique, ce sont les activités visuelles préférentielles du patient, qui vont permettre de déterminer si je favorise la vision intermédiaire, la vision de près, la vision de loin, l'habitude du chirurgien, puisque nous sommes tous habitués à un certain type d'implant qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, dont on maîtrise bien la biométrie et le calcul de la constante, et puis le coût, puisque ces implants nécessitent, comme on dit, un copayment. Le principal problème de ces diffractifs, eh bien, c'est les phénomènes photiques, en particulier la perte de contraste et les effets, les halo-images fantômes et les photophobie qui sont liés au principe même du système diffractif. Donc, c'est la raison pour laquelle ont été développés de nouveaux concepts d'implants dits EDOF, donc à profondeur de champ étendue, pour essayer d'améliorer tout ça. C'est la nouvelle génération des implants de la presbytie, donc les implants EDOF. Il y a 2 grandes stratégies. Il y a l'optimisation des réseaux diffractifs et puis il y a la modulation de la sphéricité pour essayer d'augmenter la profondeur de champ. Un des exemples classiques de modulation des réseaux diffractifs, c'est l'implant Symfony, qui consiste à faire varier de façon continue la hauteur et les pas du réseau diffractif tout au long du diamètre du diamètre de l'optique, et puis aussi de compenser les aberrations chromatiques pour essayer de réduire un petit peu la perte de contraste liée à la diffraction. Alors vous voyez les courbes qui permettent en fait, en gros ici, un continuum de vision, raison pour laquelle on les qualifie de head-off, même si celui-ci s'ajoute à un réseau diffractif conventionnel, avec une diminution des halos et des effets photiques par rapport à l'implant diffractif traditionnel, le Technis multifocal, mais avec des effets photiques quand même qui sont supérieurs à ceux d'une optique monofocale. Vous voyez ici la courbe du Symfony par rapport à des concurrents, avec un plateau ici relativement caractéristique, et donc le creux traditionnellement observé dans les réseaux diffractifs conventionnels est compensé en partie par cette technique de modulation du réseau diffractif et de l'addition centrale. La deuxième grande stratégie, c'est la modulation des aberrations, généralement aberrations sphériques de 6e et 4e ordre, sur différentes zones de l'implant, qui vont permettre, comme dans l'implant Mini-Well, d'augmenter la profondeur de champ. Et vous voyez ici, sur l'implant Mini-Well, qui est un vrai implant de la presbytie, puisqu'on a une augmentation de la profondeur de champ équivalente à un peu plus de 2 dioptries, et qui va assurer une vision de loin et une vision intermédiaire sans correction, et une vision de près, un P4 à peu près en vision de près. L'intérêt de ces implants EDOF par modulation d'aberration sphérique, eh c'est qu'on s'affranchit des phénomènes des réseaux diffractifs, et comme vous le voyez ici, en particulier de la perte de contraste et des effets photiques qui peuvent être nuisibles, en particulier sur certaines activités visuelles comme la conduite de nuit, avec une augmentation donc de la profondeur de champ qui permet ce que je vous disais, un 10/10 en vision de loin, un 8/10 en vision intermédiaire et un 6/10 en vision de près. Ça, c'est les données de l'implant Vivity. Alors, pour simplifier et pour conclure,
La chirurgie de la cataracte moderne, aujourd'hui, elle requiert 3 examens qui sont obligatoires: la biométrie, la topographie cornéenne et l'OCT maculaire. Mais il y a encore 2 éléments qui aujourd'hui sont nécessaires. C'est l'interrogatoire du patient sur ses activités visuelles préférentielles et ses attentes, puisque c'est ça qui va aussi conditionner le choix de notre implant, et l'état de la surface oculaire. Évidemment, pas de dystrophie de cornée, pas de gouttes, et surtout pas de sécheresse, puisqu'on sait que la sécheresse oculaire est vraiment la première pourvoyeuse d'insatisfaction, car quand la dégradation de la qualité de vision liée à la sécheresse s'additionne à la dégradation de la qualité de vision qui peut être liée, par exemple, à un réseau diffractif, eh bien, les patients ne sont pas contents. Et souvent, c'est la sécheresse qui peut être la responsable d'une explantation secondaire. Donc, pour faire de façon le plus schématique possible, astigmatisme cornéen, s'il y en a un, on regarde la topographie. Si la topographie est irrégulière, on va vers un monofocal ou un monofocal plus. Si la topographie est régulière, on va aller vers un torique. S'il n'y a pas d'astigmatisme, ou bien qu'on souhaite réaliser une implantation multifocale, on réalise un fond d'œil et systématiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, un OCT maculaire. Si tout va bien, on va vers la pose d'un multifocal ou d'un multifocal torique en cas d'astigmatisme régulier cornéen. Si jamais l'OCT maculaire n'est pas normal ou bien qu'il existe une autre pathologie neurorétinienne ou de la sécheresse oculaire, on aura plutôt tendance, à mon sens, à privilégier un monofocal ou un monofocal plus. Et puis ensuite, eh bien, tout ça va dépendre des activités visuelles préférentielles de nos patients qui vont nous guider vers le choix de l'implant. Et en fonction de ce que les patients souhaitent, la conduite de nuit, ou bien la vision intermédiaire, ou bien favoriser la vision de près. On favorisera des implants diffractifs ou réfractifs dits standards, ou bien des implants de la presbytie dits EDOF, plus confortables, avec moins d'effets photiques probablement, mais des résultats inférieurs en termes de précision sur la vision de près généralement. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous remercie à nouveau pour votre invitation et je vous souhaite une très bonne journée.